bienvenue à ce dîner-causerie au cours duquel nous allons vous présenter les résultats d'une recherche sur les processus de réintégration sociale et communautaire des Premières Nations et Inuits judiciarisés. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier le Centre de recherche en droit public, donc le CRDP, ainsi que l'équipe de recherche ADAGE, Accès au droit et accès à la justice, qui nous permettent qui nous ont permis d'organiser cet événement et qui nous donnent tout le support logistique. Et puis, je vais vous présenter très rapidement le déroulement. Donc, en fait, la présentation va être majoritairement en français, mais il y a une traduction simultanée. Donc, pour les personnes qui souhaitent entendre nos propos en anglais, il faut que vous alliez en bas de votre écran, dans l'onglet où il y a toutes les petites icônes. Il faut aller sur l'icône Interprétation et cliquer sur la langue de votre choix, donc l'anglais. Et à ce moment-là, tout ce que vous entendrez sera en anglais. Donc, vous n'avez plus à changer le canal, simplement rester fixé sur ce canal-là. Bastien, est-ce que tu veux l'expliquer en anglais? Oui. So, just as Marion Comme mentioned, Marion vient de dire en all in French. français, les présentations seront données en français. C'est possible d'avoir accès à l'interprétation. Si vous voulez profiter de la traduction simultanée, vous avez un icône en forme de globe au bas de l'écran Zoom. Cliquez et sélectionnez votre langue, français ou anglais. Vous aurez l'audio dans votre langue. Merci, Bastien. Donc, ce qu'on a prévu, c'est à peu près 1 heure 10 de présentation de notre recherche et de ses résultats. Et puis, on a gardé 20 30 minutes pour les échanges et les questions à la fin. Mais avant de commencer, je vais laisser la parole à Raymond Gros-Louis, qui est aîné et sage dans sa communauté, qui va nous faire l'ouverture. Que awitia, que awiti noencio, chiatia andisha wandandui, chiatia anaha risqua. Wanda tendi, wanda ke indari. Donc, dans ces peu de mots, je vais prononcer mon nom en Wendat et mon clan est le loup. Donc, je fais partie de la communauté Wendat à Wendake. Je suis né ici et demeure ici. Donc, on fait des choses. En même temps, je voudrais honorer le territoire que j'habite, le Noencio, et honorer tous les territoires où vous êtes présentement. Donc, c'est très important au départ. C'est une nouvelle façon, justement, de reconnaître au niveau les Premières Nations et de voir que ce peuple-là, et tous les peuples autochtones, faisaient partie de cette terre avant la contact. Donc, je fais des choses virtuelles et je m'habitue avec le temps, c'est sûr, et je vais faire une purification qui est très importante, entre autres. Donc, je vais brûler de la sauge à partir de chez moi, ici, et, et la cérémonie de purification, hein, c'est un geste d'humilité, c'est un geste d'honnêteté, c'est un geste de respect et de partage envers tous les éléments de toutes nos relations, de la création qui s'identifie à notre intention. Donc, je vais juste passer la sauge. Je sais que quand je le mets devant la caméra, vous allez le voir, je crois, tout le monde. Et je vous le partage à tout le monde en même temps. Et de voir que même si on fait ça virtuellement, l'esprit n'a pas de distance. L'esprit n'a pas de temps non plus. Donc, il est capable, notre esprit, de se connecter dans cette purification-là qui est importante. Et nous allons faire cette rencontre dans un cercle virtuel pour rejoindre notre spiritualité à travers notre feu sacré. Le feu sacré, il est dans chaque cœur de chacun. Donc, on va s'élier dans ce cercle-là avec le même feu sacré que le sacré qui nous habite en dedans de nous. Et nous allons demander aux ancêtres de nous accompagner par leur sagesse. Cette rencontre doit se dérouler dans un but commun en partageant une même créativité et en tissant des liens à partir des valeurs ancestrales. Cela fait
en fait de faire vibrer en soi notre culture, nos traditions, et dans le but mieux se connaître et de faire jaillir en nous-mêmes un vent d'humanité. Donc, je vais ouvrir ce cercle-là avec mon sifflet de dinde sauvage et je vais vous ouvrir les 4 directions et je vais demander aux ancêtres de venir nous accompagner virtuellement dans ce cercle. Et en même temps, on peut honorer les valeurs, l'honnêteté, l'humilité, le respect, puis le partage. Et on peut honorer aussi les valeurs ancestrales, bonne date, qui sont l'accueil, le partage, le respect et le don. Bonne rencontre à tous. Tiens, ouais. Wesh, Raymond. Donc, nous allons commencer. On a fait un petit diaporama, mais avant de le partager, juste pour information, on va le partager pour les résultats de la recherche, puis après, on va le couper pour les interventions de Raymond, Oscar et Pierre, puis on va revenir au diaporama. Donc, il va y avoir des petits allers-retours comme ça. Donc, avant peut-être que toutes les personnes qui vont présenter ce matin se nomment, comme ça vous nous connaîtrez. Donc, moi, je suis Marion Vastret, je suis professeure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Raymond, est-ce que je te laisse te présenter en 2 mots? Ah, 2 mots, oui, parce que des fois, comme je dis aux gens dans mes rencontres, souvent les questions sont courtes, mais les réponses sont longues. Et ça fait partie de notre culture, c'est une tradition orale. Donc, mon nom est Raymond Gros-Louis, je suis rond Wadat, comme je l'ai dit tantôt, et je travaille au service correctionnel en tant que contractuel depuis 1992, ça fait 32 ans déjà. Donc, et je suis encore dans ce domaine-là aussi, et je continue. Et je suis impliqué dans ma communauté aussi, donc je fais partie du cercle des sages, parce que chez nous, c'est pas des aînés, on dit c'est des sages, entre autres. Donc, je suis très impliqué dans la communauté aussi au niveau de... Il y a comme un revent qui sent voyons comment on dit ça, donc une source de vie au niveau de la culture, des traditions qui germe présentement. Et je travaille là-dessus pour justement que toutes les gens des Premières Nations et autres se connectent à cette culture, ces traditions-là. Tiens, ouais, merci. Merci Raymond. Oscar, est-ce que je te laisse te présenter? OK, merci Marion. Miigwech Gabi Demijek. Usej Manin Dejanek Kazanan. Anishinaabe. Pikugan Dun Dejika. Abitibi Uni Asut. Mi Zagegan Abitibi Zagegan Mujigi Janekanagwani. Abitibi Uni. C'est Askar Kistabish Anishinaabe de Pikugan. Je suis à Abitibi-Uni à cause du lac Abitibi qu'on fréquentait. C'est le lac Abitibi qui nous a déterminé qu'est-ce qu'on est, notre identité. Ça fait que merci d'être là. Miigwech. Bon. Ouais. Pierre, je n'ai plus Pierre sur mon écran. Vas-y. Oui. Non, je suis encore fermé. Hey, bonjour tout le monde, Pierre Lenné, je suis du service parajudiciaire autochtone du Québec, directeur adjoint, participé à la belle recherche qui a été faite par l'équipe de Marion. Bien heureux de voir tous ces gens et j'aurais peut-être une petite demande à faire, c'est que le signal coupe compte tenu qu'il y a beaucoup de gens sur caméra. Si vous pouviez fermer vos caméras, ça aiderait peut-être à faire passer le signal, là. Alors, merci. Bien heureux. On a beaucoup de choses à se dire, alors les présentations sont faites, je vous aime beaucoup. Puis je suis avec mon équipe présentement, Kate Malek, Sébastien Volant et Camille, qui sont ici avec moi, qui vont participer aussi à la discussion. On a d'autres gens branchés un peu à travers le Québec. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'être là présent aujourd'hui. Merci. Merci Pierre. Bastien? Oui, bonjour. Bastien Quirion, je suis chercheur et professeur de criminologie à l'Université d'Ottawa. Merci. Philippe? Oui, bonjour, Philippe Boucher, je suis étudiant en doctorat à l'Université Carleton et puis
j'ai joué le rôle de coordinateur de recherche dans ce projet-là, puis je suis content de voir les gens qui sont présents et puis les gens qui ont participé au projet. Merci. Change maintenant. Merci. Chantal? Bonjour, Chantal Flourde, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières et très heureuse de faire partie de l'équipe de recherche. Merci Chantal. Nous aurions dû avoir aussi Cindy Wild, qui est professeure à l'Université d'Ottawa ce matin. Malheureusement, Cindy était malade, donc elle ne pourra pas se joindre à nous. Mais elle est de tout cœur avec nous, je pense. Donc, Son esprit est avec nous. Voilà. Yes. Je vais partager mon écran pour le petit diaporama que nous avons fait bilingue. Donc, j'espère que tout le monde peut le voir. Est-ce que ça a l'air correct? Ouais. Super, merci. Donc, très rapidement, la recherche que nous vous présentons ce matin a été menée de 2020 à 2023 en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique et un comité composé de représentants de différents organismes autochtones. Simplement, peut-être à noter ou un petit avertissement, tout ce qu'on va vous présenter ce matin, donc les opinions, les conclusions, ne représentent pas forcément celles du ministère de la Sécurité publique, mais ce sont les résultats de notre recherche. Donc, cette recherche, elle vise à mieux comprendre les processus de réintégration socio-communautaire et ultimement les processus de guérison des Premières Nations et des Inuits qui étaient pris en charge par les services correctionnels du Québec. Ce qu'on avait comme objectif, c'était vraiment de saisir les expériences en détention, mais aussi des expériences au moment du retour en collectivité des personnes judiciarisées. Et puis, on voulait aussi saisir les pratiques des intervenants et des accompagnateurs et des aînés autochtones qui font tout un travail de soutien des personnes judiciarisées durant leur prise en charge. Ultimement, ce qu'on souhaitait aussi, c'est réfléchir aux meilleures pratiques qui sont pensées et mises en œuvre par les Premières Nations et les Inuits dans le cadre justement de cette prise en charge correctionnelle. Donc, notre recherche était qualitative, donc on s'est intéressé au vécu, au point de vue, aux pratiques, et on s'est inscrit aussi dans une démarche de co-construction des savoirs, dans le sens où on a vraiment travaillé ensemble, chercheurs et partenaires, du début jusqu'à la fin de la recherche. Donc, le projet de la recherche a été construit tous ensemble, le processus a été réfléchi et élaboré avec l'ensemble des participants à la recherche et toutes les analyses ont été faites ensemble. Notre recherche s'ancre le plus possible dans les savoirs et les cultures des Premières Nations et des Inuits. Au total, on a rencontré 52 personnes, donc 23 intervenants autochtones et aînés, et puis 29 personnes judiciarisées. Et on a complété ces entrevues par un séminaire d'une journée auquel ont participé une cinquantaine de personnes. Nous avions quelques aînés, nous avions des professionnels qui travaillent avec une population autochtone judiciarisée, et puis nous avions des membres des communautés autochtones. Alors, notre présentation va s'orienter sur 3 points. Le premier point, c'est la question des cultures et des spiritualités. En fait, notre recherche a vraiment mis en lumière le fait que l'ancrage de l'accompagnement des personnes judiciarisées dans des savoirs, dans des valeurs, dans des cérémonies, dans des modes de vie traditionnels, c'était un des éléments fondamentaux dans le processus d'accompagnement des personnes judiciarisées. Et ça, c'est ressorti autant de la littérature que des propos des aînés que nous avons rencontrés, que des justiciables que nous avons rencontrés. Alors, c'est sûr que on est tous d'accord qu'il y a autant de cultures autochtones que de nations. Donc, c'est toujours un petit peu particulier quand on parle des cultures parce que c'est un ensemble extrêmement diversifié. Ceci dit, plusieurs s'entendent pour dire que même s'il n'y a pas de définition universelle des savoirs autochtones, ceux-ci comportent plusieurs caractéristiques communes. On va parler de traits culturels communs, en quelque sorte des emblèmes identitaires de la culture des premiers peuples.
Et ce que la littérature a montré et montre encore, c'est que les pratiques et les savoirs traditionnels sont au cœur de la construction identitaire des communautés des Premières Nations et des Inuits. Certains auteurs vont parler de patrimoine culturel immatériel, mais ils vont tous montrer que ces pratiques, ces savoirs traditionnels vont favoriser une cohésion, une régulation sociale, un lien d'appartenance, la transmission d'un héritage. Et toute la littérature montre aussi que le fait de participer à des cérémonies, des rituels, des célébrations, ce sont des éléments majeurs dans le cheminement des personnes judiciarisées. Ils vont montrer que ça constitue une identité positive, ça permet le développement d'objectifs de vie, ça donne un sens des responsabilités collectives. Donc, toutes les recherches qui ont été menées justement sur l'accompagnement des personnes judiciarisées issues des Premières Nations montrent qu'il y a vraiment un ancrage dans les pratiques et les savoirs qui va favoriser une cohésion, une continuité entre les membres du groupe. C'est quelque chose aussi qui est ressorti des propos qu'on a obtenus des aînés et accompagnateurs. Ce qui est vraiment ressorti, c'est que les personnes que nous avons rencontrées vont travailler sur cet ancrage dans l'identité, dans la culture. Ils vont vraiment puiser leurs pratiques dans les valeurs et les savoirs. Eux aussi, ils vont nous dire qu'il n'y a pas de définition universelle des savoirs, mais là aussi, il y a plusieurs caractéristiques communes, l'approche holistique, la transmission orale, l'observation comme moyen de transmission. Ce qui est ressorti de façon importante également, c'est que pour les aînés, pour les intervenants accompagnateurs autochtones, tous ces savoirs sont des enseignements sacrés. Pour plusieurs, ces savoirs-là, c'est des connexions à des forces plus grandes qu'eux-mêmes. Donc, il y a vraiment un caractère sacré à ces valeurs et ces savoirs. C'est quelque chose qui est relativement différent, je vous l'ai dit, d'une nation à l'autre, même s'il y a des points communs. C'est aussi quelque chose qui est différent entre Premières Nations et Inuits, où chez les Inuits, la spiritualité va être très ancrée dans le christianisme, mais ça reste que les activités culturellement sécurisantes, les activités ancestrales significatives, pour tous, ont une force très importante dans l'accompagnement. Alors, on va parler de pratiques culturelles, artistiques, par exemple. On va parler de cérémonies, on va parler de célébrations à travers des repas collectifs, on va parler d'un ancrage dans le territoire, mais toutes ces dimensions sont ressorties de façon très marquée pour les intervenants et les accompagnateurs comme un élément essentiel de l'accompagnement. C'est aussi quelque chose qui est ressorti de façon très, très marquée pour les justiciables que nous avons rencontrés. En fait, pour eux, la culture, l'ancrage dans les spiritualités, c'est revenir à leur fondement. Ils vont parler de retour à eux-mêmes, de connaissance d'eux-mêmes, grâce à cet ancrage justement dans ces valeurs, dans ces savoirs, de réussir à se forger une identité qui leur est propre. Ils vont évoquer le fait de se reconnecter avec cette culture qui vont être une voie pour se retrouver. Donc, beaucoup vont expliquer que en apprenant leurs origines, leurs traditions, en retrouvant leurs origines, leur culture, en retrouvant le passé, c'est une façon pour eux d'aller vers l'avenir. Pour les personnes judiciarisées que nous avons rencontrées, il y a vraiment une connexion spirituelle à travers cet ancrage dans ces savoirs et ces cérémonies, et qui va passer beaucoup à travers les enseignements des aînés, à travers justement les traditions, les cérémonies, à travers toutes les pratiques que les accompagnateurs et les aînés mettent en place et qui nous ont dit mettre en place. Donc, ils vont, la plupart, indiquer que les apprentissages réalisés vont favoriser un retour à leur véritable nature, vont favoriser un éveil personnel et ça va avoir une grande portée sur leur vie. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de donner la parole à Oscar, Raymond et Pierre pour qu'ils puissent
nous parler un petit peu des savoirs, de la spiritualité et des cérémonies. Alors, j'inviterai Oscar à intervenir en premier. Oscar, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des savoirs de la spiritualité dans le cheminement des personnes autochtones judiciarisées? Un instant. Ah, bonjour. Oui, oui. Get your minute down, Omar Tayan. Le savoir ou la spiritualité ou la culture, c'est très important parce que c'est notre identité, c'est notre d'où ce qu'on vient. Moi, je viens de Anishinaabe depuis 6000 ans qui sont d'ici. Ça fait qu'il y en a plusieurs qui sont comme moi, descendants directs des Anishinaabe. Ça fait que ils ont toute une histoire. Ils ont toute un bagage de savoir qu'on a eu. Ça fait qu'il faut les partager. Il faut faut mieux se connaître qu'est-ce qu'on est. Parce qu'au cours de 50 dernières années, on a perdu un peu, nous ont essayé de faire perdre notre identité. Ça fait que ça a pris un certain temps avant qu'on retourne à nos sources, à nos racines. Ça fait que c'est très important, ça. Puis, à cause des pensionnats, à cause d'autres, même la religion, même tout ça que même les gouvernements, ça fait que un paquet de facteurs, ça fait que aujourd'hui, c'est important de retourner à nos sources, à nos racines. C'est pas le passé. On dit toujours que c'est le passé, mais c'est toujours, oui, c'est le passé, mais le passé nous définit ce qu'on est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours là, mais avec toutes les cérémonies, avec tout notre bagage de savoir. Ça fait que c'est important, ça, de partager ça, puis de faire connaître ça aux personnes, quelles que soient les personnes, soit en dedans, soit... Je travaille beaucoup là-dedans, puis ça fait que... L'autre question, c'est quoi donc? C'est la seule question? C'est la première question, mais j'aurais peut-être on pourrait aller continuer un petit peu avec toi. Pour quelqu'un qui est justement judiciarisé, qui se retrouve isolé, en détention, euh, pourquoi c'est si important justement ces savoirs, ces cérémonies? Parce que c'est important de savoir où ce qu'il est, hein. J'ai fait cet acheminement-là, moi, depuis 40 ans. Ça fait que la première fois que ça m'est arrivé, je me suis posé des questions, je me suis allé voir des aînés, allé voir les cérémonies, allé voir ma langue. Ma langue était très importante, que ma langue est vraiment liée à mon histoire de quand j'étais dans la forêt, parce que j'étais dans la forêt et je suis né dans le bois, puis les premières années, les 9 premières années de ma vie, je l'ai passé dans la forêt, dans le bois. Ça fait que c'est on a eu tout un bagage de savoir. Puis travailler avec des détenus ou des personnes qu'on rencontre, c'est important de se faire savoir que ça existe, notre identité, notre d'où ce qu'on vient. C'est important. D'où ce qu'on vient, notre langue. D'où ce qu'on vient, quel lien qu'on a avec le territoire, puis le certain territoire. Parce que tous les noms, tous les lacs, les rivières ont des noms. Ça fait qu'il faut savoir vraiment ce, ce, ce savoir-là qui sont là. Moi, je vis présentement à Mashkoudan-Rapi. C'est tout un nom que depuis des milliers d'années que ça existe, ce mot-là. Mashkoudan-Rapi, ça n'existe pas dans les annales de Québec. Ça fait que ça vit dans les annales des citoyens de Anishinaabe où est-ce qu'on est. Ils savent où est-ce que c'est Mashkoudan-Rapi. Ça fait que c'est ça c'est important. Je le dis souvent, vous avez un endroit que vous avez vécu et vous avez un endroit que vos ancêtres ont vécu. Pourquoi qu'on est dans Abitibi-Uni? Parce que
on fréquentait le Abitibi, comme j'ai dit déjà tantôt, parce que les, euh, les lacs, les rivières nous déterminent qu'est-ce qu'on est. Ça fait que c'est important qu'on- quand on rencontre des gens qui sont en dedans ou à l'extérieur, c'est important de faire savoir qu'ils sont là. Ça fait que ce lien-là, on a beaucoup de liens, on a beaucoup des objets sacrés, on a beaucoup des, qui nous lient. Ça fait que c'est important, ça, de les partager. Je dis ça souvent aux autres. Vous avez des objets aussi, vous avez des liens, vous avez ça fait que des connexions avec votre identité. Ça fait que les objets et les cérémonies, ça nous aide à, à être conscients de nous-mêmes, conscients d'où ce qu'on vit, conscients de ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça fait que c'est ça à peu près. Miigwech. Miigwech, Oscar. Raymond, est-ce que tu pourrais intervenir aussi, donner... Ouais, c'est comme, vraiment un retour aux sources, complètement. Et je m'aperçois que des fois, on cherche à mettre des mots dans tout ça, et tout de suite. Mais vous savez, je regarde dehors, là, je regarde les érables qui sont là, le vent qui les fouette, et tout de suite. Les bourgeons qui sont là après, qui vont éclore bientôt. Et dans le fond, notre Bible, c'est la nature, c'est la création, c'est tout ce qui existe. Mais c'est pas juste pour les Autochtones, c'est pour tous les humains et tout ce qui existe sur cette planète-là. Tout ce que les choses dans la création nous parlent. Oscar, on parlait des lacs. Les lacs, ils ont un savoir, ils ont une voix, ils ont une oreille pour nous entendre aussi. Donc, on voit que tout ce qui nous entoure, je dis toujours aux gens, moi, et nos frères qui sont jusqu'à dire, se connecter dans cette culture, ces traditions, c'est se reconnaître et en même temps, c'est se découvrir en même temps de ce qu'on est. Et ces gens-là, la grande richesse, c'est qu'ils nous font confiance dans nos savoirs, dans nos histoires, dans nos légendes, dans nos traditions et dans nos croyances. Et aussi le côté spirituel, que ce côté-là a été très, 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 très néfaste quand ils nous ont coupé ce côté spirituel-là. Donc, on ne fera pas l'histoire en arrière, mais il faut comprendre qu'il faut regarder en avant. Et je donne toujours un exemple. Je dis, mon arrière-grand-père, il n'était pas fier d'être autochtone. Parce que, et mon père, mon grand-père non plus. Mon père, un petit peu plus. Mais moi, j'ai appris à être très fier de cette culture, de ces traditions-là. Et j'ai appris aussi on voit que je suis grand-père d'une petite fille de 12 ans et l'autre jour, elle dit, grand-père, je suis très content, je suis très fier d'être une Wendat. Et ça, c'est la fierté de ce qu'on est. Et quand on retrouve la fierté de ce qu'on est, on marche debout comme un arbre qui pousse debout ensemble. Et c'est ça qu'il faut retrouver, et c'est ça qu'il faut que nos Autochtones et tous les humains sur cette terre-là, quand je regarde la forêt ou quand je regarde un grand cercle, où que les humains sont en cercle et se tiennent toute la main ensemble, je vois une forêt. Une forêt comme tous les arbres debout, et les humains marchent debout, droit. Pourquoi? Parce qu'ils retrouvent la fierté de cette culture-là, la fierté de ces traditions, de ces cérémonies-là. Donc, ils voient le bien-être que ça fait. Ça fait le bien-être dans les 4 dimensions, mentale, physique, émotionnelle et spirituelle. Ça les fait grandir plus droit. Ça fait en sorte que, oui, parfois, il faut regarder en arrière, mais là, on ne peut pas changer le passé. Mais le présent est garant de ce qu'on fait pour l'avenir. Et c'est le même qu'on devrait fonctionner, dans cette façon-là. Et c'est ça qu'on apprend à ces gens-là, que quand ils sortent des institutions, et ainsi de suite, ben, qu'ils retrouvent cette fierté de ce qu'ils sont. Et ils vont juste regarder en arrière, mais ils n'arrêteront pas de marcher en avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris autre chose. Ils ont appris d'être fiers eux-mêmes.
Et je pense qu'avec les cérémonies, les cultures, les traditions et tout, entre autres, il fait en sorte que ces gens-là se retrouvent de ce qu'ils sont fiers. Et c'est là qu'on doit travailler dans ce sens-là. Tiens, ouais, merci. Miigwech, Raymond. J'ai envie de poser la question aussi à Pierre. Pierre, est-ce que tu peux nous parler des savoirs, de la spiritualité, des cérémonies dans le cheminement des personnes judiciarisées? Avec plaisir, Marion. D'abord, je ne reviendrai pas sur ce que Oscar et Raymond ont dit parce que c'est plein de sens, c'est plein de vérité. L'enjeu que moi j'y vois présentement, d'abord, Oscar disait que notre culture, c'est pas nécessairement passé, hein, ce n'est pas oublié. Sauf qu'avec tous les dommages qui ont été causés à nos nations hein, par le colonialisme et toutes les mesures qui ont été faites pour ça, on a des gens qui ne se reconnaissent plus dans la culture parce qu'ils ne la connaissent plus. Hein, on a des jeunes qui sont partis très rapidement de leur famille, qui ont été placés dans des maisons d'accueil, dans des centres d'accueil, dans des familles non autochtones et qui, aujourd'hui, à notre rencontre dans les prisons, aimeraient retourner vers les leurs, mais ils ne se reconnaissent plus dans ça. Alors, il y a un travail, comme disaient Oscar et Raymond, qui est extrêmement important de reconstruction de l'identité, de la fierté d'être autochtone, parce que souvent, les Autochtones, ce qu'on sait de nous, puis on n'a plus besoin qu'on nous le dise, là, c'est qu'on est des hommes violents, on est des gens qui sont paresseux, qui aiment la boisson, qui a donc toutes sortes de travers. Et c'est avec ça que nos jeunes arrivent dans les prisons. Moi, je travaille dans le milieu provincial. Je tiens à le faire remarquer. J'en fais une grande différence avec le milieu fédéral où Raymond pourrait vous dire qu'il y a des clients probablement depuis 10 ans, 12 ans et même plus que ça. Nous, dans les prisons provinciales, on a des clients qu'on va rencontrer des fois une fois, 3 fois, 5 fois et par la suite, on les perd. Il y a encore au niveau de la démarche de reprendre possession de qui on est. Dans le milieu actuel où on vit, il y a des enjeux extrêmement importants quand on parle de prison provinciale, parce qu'on n'a pas le temps de mettre en place. Ce que Raymond amène comme information, ça se fait dans le milieu fédéral, dans les pénitenciers, dans les milieux provinciaux, au Québec, à tout le moins, c'est encore très difficile. Mon aîné va aller visiter les clients 1 à 2 fois par mois, alors que j'aurais besoin qu'il les voie 1 ou 2 fois par jour pour reconstruire un lien avec cet individu-là et rebâtir sa fierté, rebâtir son identité, reprendre possession de sa culture, de sa langue. Alors, tout ça est extrêmement important. On l'entend. Moi, ça fait près de 35 ans que je suis dans le monde de l'accompagnement d'individus judiciarisés. Nos anciens, depuis toujours, nous disent l'importance de ramener les jeunes sur le territoire pour vivre avec eux. Malheureusement, on n'y arrive pas encore. Il y a quelques essais qui se font ici et là, mais il manque de coordination entre toutes les organisations autochtones, entre toutes les nations autochtones, pour vraiment avoir une vue d'ensemble des besoins et de développer ensemble des objectifs de développement. Ce qui n'est pas encore fait, et c'est normal, vous dirais-je, parce que tout ce qu'on entend aujourd'hui au niveau de la clientèle carcérale autochtone, là, judiciarisé aussi, je vous dirais que là, même pas 10 ans, ce genre de rencontre-là, avec près de 100 quelques participants, on n'avait pas ça au provincial, jamais de la vie. Alors, présentement, les Autochtones reviennent sur la scène, excusez-moi, je cherchais le mot, et de plus en plus, les nations veulent travailler à ça. Maintenant, il faut un peu coordonner, si vous voulez, le travail qui est fait. Mais on ne peut pas questionner, est-ce que c'est important, pas important, la spiritualité, la langue, la culture? Mais c'est la base. C'est la base. Si on ne part pas de ça, on va être voué à l'échec. Encore une fois. Miigwech, Pierre. Ça va nous amener au deuxième point. Donc, je vais partager mon écran, mais je vais laisser la parole à Philippe qui va
présenter le deuxième point. Donc, merci beaucoup à Pierre, Raymond, Nestor pour l'intervention. Puis, dans le fond, le deuxième point va vraiment en continuité. Donc, par rapport au rôle des aînés, des accompagnateurs, puis des intervenants autochtones dans le cadre de la recherche, elle a vraiment mis en lumière l'importance dans l'enchaînement des justiciables de la présence de cet accompagnement-là. Un accompagnement qui est régulier, assidu, puis libre, va vraiment faciliter le cheminement des justiciables, surtout le rôle des porteurs de culture, des intervenants, donc ça peut prendre différentes formes. Et puis, donc, dans la littérature, on le sait depuis longtemps, puis ça a été confirmé par les aînés qu'on a rencontrés, les intervenants qu'on a rencontrés, et puis les personnes judiciaires. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, au niveau de la littérature, dans la littérature scientifique, donc des recherches qui ont été faites dans le passé, c'est clair que les aînés tiennent une place importante, centrale, reconnue puis essentielle dans la communauté en raison de leurs connaissances, de leurs compétences, de leurs expériences de vie. Ils sont reconnus dans la communauté, ils sont respectés par les membres de la communauté puis des nations parce qu'ils ont une contribution qui est essentielle au mieux-être des communautés. Ils incarnent la culture, les connaissances, le savoir-être et puis le savoir-faire traditionnel. Au final, ils sont la mémoire de la communauté puis au fond de cœur de la transmission intergénérationnelle de l'identité autochtone. Donc, dans le cadre des entrevues, des rencontres qu'on a faites avec les aînés et les intervenants autochtones, ce qui ressort vraiment, c'est dans leur travail, c'est qu'ils mettent de l'avant les forces de la personne. Donc, vraiment dans un esprit de valorisation puis de développement d'une estime personnelle des personnes qu'ils rencontrent. Donc, c'est une forme aussi de découverte des talents. Ça se fait beaucoup à travers les activités culturelles, à travers les rencontres pour que les justiciables puissent découvrir finalement leur mission, leur raison d'être, puis d'avoir des activités qui génèrent la fierté pour effacer finalement cette image négative-là que certaines personnes ont intériorisée par rapport à comment les Autochtones peuvent être perçus. Donc, l'idée, c'est de devenir eux-mêmes, devenir même quelqu'un d'autre dans certains cas, que ce soit un artiste ou qui vraiment trouver un sens à sa vie puis trouver son but pour laquelle on est sur la Terre. Donc, dans leur approche, ils vont vraiment vers la personne, la rejoindre à leur niveau, à l'endroit où elle est, puis s'adapter à l'individu. Donc, vraiment aller s'appuyer sur ses valeurs, ses forces, ses besoins, puis ses aspirations. Puis l'idée, c'est vraiment de créer des liens d'échange qui sont porteurs de sens, puis de prendre le temps, puis Pierre en a parlé un peu, mais ce temps-là est vraiment important de pouvoir être avec la personne, s'assurer qu'elle se sent bien, qu'elle est sécurisée d'une certaine manière, puis de la laisser cheminer à son propre rythme. Puis c'est vrai que dans un contexte de courte sentence, ça devient quand même plus difficile, mais c'est vraiment important de laisser la personne libre de choisir vers quel chemin elle veut prendre, l'écouter, être à l'écoute de ses besoins, comprendre c'est quoi qu'elle a vécu, c'est quoi qu'elle vit, puis où est-ce qu'elle veut aller. Donc, c'est vraiment basé sur une relation qui est authentique, qui est ouverte, puis bâtir une relation de confiance avec les personnes. Puis pour bâtir cette relation de confiance-là, ben certaines personnes certains intervenants puis aînés vont mettre en valeur leur propre vécu. Donc, pour faciliter ce lien de confiance-là, ils vont partager aussi des choses que leur propre parcours. Il y a un des intervenants, un des aînés qui disait que il me fait tellement penser à moi quand j'étais jeune, tu sais, quand j'avais 20 ans, c'est pour ça que ça me rappelle moi-même, ça me rappelle ce monde-là, il me rappelle moi-même. Donc, on sent qu'il y a vraiment cette relation-là mutuelle. Il y en a qui vont voir ça comme un rôle de grand-père, un rôle fraternel dans le cadre de leur accompagnement. Donc, on sent cette proximité-là, puis une certaine forme d'intimité qui se crée en créant des ponts, des liens de confiance. Puis ces liens-là, oui, c'est avec la personne, mais aussi sa famille, sa communauté. Donc, l'idée, c'est d'assurer une continuité, mais c'est dans un contexte aussi souvent de rupture de service après la détention. Donc, il y a aussi des défis qui sont liés à ce contexte-là. Puis, les justiciables, ils nous parlent aussi du rôle des aînés et des intervenants, l'importance pour eux dans la transmission de la culture, puis dans leur réveil identitaire. Donc, comme on vient d'en parler, c'est important pour eux d'avoir cet accompagnement-là pour surmonter certaines difficultés personnelles,
renouer avec leur culture, leur identité. Donc, il y a un aspect vraiment individuel, mais aussi un aspect collectif, entre autres, des fois avec des activités de groupe. Donc, d'avoir ce sentiment-là de communauté qui est vraiment important. Il identifie les aînés et les intervenants comme des conseillers, comme des guides dans cette transmission culturelle. Donc, pour eux, c'est aussi important. La plupart des personnes disent que c'est important que ce soit des intervenants qui sont autochtones, justement pour avoir une meilleure compréhension mutuelle. C'est plus significatif dans le parcours de certains. Et puis, le rôle des aînés en particulier, donc des gens qui ont plus de connaissances, plus d'une certaine sagesse aussi. Donc, d'avoir un accompagnement dans le quotidien, quelque chose qui est souhaité. Certains l'ont vécu dans les milieux fédéraux, certains souhaitent le vivre aussi dans les milieux provinciaux. Et puis c'est ça, ils décrivent le rôle des aînés comme un rôle d'aide, de soutien, d'accompagnement, d'écoute. Puis quand il semble que leur vécu correspond à celui des accompagnateurs, ça a vraiment un sens pour eux, puis ça leur permet de se sentir compris, puis sentir que leur vécu a un sens, puis de pouvoir avancer par la suite. Donc, ça complète un peu le résumé des travaux. Puis, dans le fond, l'idée, c'est d'entendre aussi qu'est-ce que nos invités ont à dire. Donc, on commencerait avec Raymond dans ce cas-ci. Mais peut-être juste nous parler un peu plus de ton rôle en tant qu'aîné. C'est quoi ton rôle dans le cheminement des personnes judiciarisées que tu rencontres? J'aime bien quand tu dis, des fois, c'est sûr qu'ils nous appellent aînés, surtout dans l'Ouest, entre autres, mais j'aime bien le mot grand-père. Pour moi, mon grand-père était très important dans mon chemin de vie et dans le vécu que j'ai vécu avec mon grand-père. C'est quelque chose qui, même rendu à l'âge, je suis rendu à 79 ans aujourd'hui, il m'imprègne encore très proche de moi. Donc, mais aussi mon chemin, j'écoutais ce que tu partageais et j'adhère avec ce que tu dis aussi. Mais, vous savez, le plus beau que je vois de travailler avec eux, c'est de leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent se guérir. Moi, je suis pas là pour guérir quelqu'un, mais je suis là pour montrer à quelqu'un comment se guérir, pour qu'éventuellement, quand ils sortent dans ce milieu-là, ben, qu'ils se retrouvent avec eux-mêmes, avec des outils qu'on leur a partagés, qu'on leur a démontrés, des valeurs qui sont à la portée de main à tous les jours quand le soleil se lève. Je dis toujours, quand le soleil se lève, le Créateur, il donne tous les outils aux humains. Et à la fin de la journée, pourquoi qu'on remercie, on a de la gratitude? Ben, on regarde les outils qu'il nous a donnés et qu'est-ce qu'on a fait avec ces outils-là. Mais la guérison, ça se fait pas dans une journée. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend être conséquent à partir de ça. Et on est là pour apprendre. Le mot guérison, je regarde dans le système, c'est un peu un mot qui est difficile à comprendre pour ceux qui travaillent, les gardiens ou autres, etc., de comprendre qu'on est là pour la guérison et non la correction. C'est pas la même chose. On n'a pas la même philosophie, le même sens. Nos ancêtres n'ont jamais travaillé avec la correction. On travaillait avec justement les conséquences, oui, mais pour guérir. Et je pense que c'est là qu'il faut aller. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et moi aussi, j'ai appris beaucoup dans ce système-là, entre autres, depuis que je suis dans ce chemin-là, depuis 92. Hein. Je ne fais pas mon histoire ici, là, mais avant 92, j'étais mécanicien et j'ai été faire du bénévolat au pénitencier et j'ai découvert mon chemin, j'ai découvert ma culture. Là. Et j'ai grandi aujourd'hui, 32 ans après, avec tout ce bagage-là, et je trouve ça extraordinaire que les ancêtres et créateurs me guidaient dans ce chemin-là. Et aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis et je veux qu'eux soient fiers de ce qu'ils sont. Parce qu'on a une culture extrêmement, on peut mettre le mot sacré dedans. Et ce mot sacré-là, il faut le nourrir, il faut se connecter avec ce feu-là. Donc, je vois qu'on s'en va dans la bonne direction. Beaucoup, comme Pierre a dit, beaucoup de travail à faire, oui, beaucoup de cohésion à faire. Mais c'est parti. Avant, c'était pas parti. C'était très loin de nous.
Il fallait aller dans le bois pour retrouver ça. À cette heure, dans la ville, on peut retrouver ça dans la ville. Et souvent, quand j'ai commencé dans les années 92, j'allais à Montréal, puis je dis, ah, moi, je me reconnais pas, il y a trop de ciment, trop d'asphalte, et ainsi de suite, etc. Je peux dire une chose, qu'à cette heure, je peux aller à Montréal, c'est asphalte, puis je vais me retrouver parce que je m'ai retrouvé. Et c'est ça qu'on veut, que nos Autochtones se retrouvent. Et que quand ils embarquent sur l'asphalte, ben, qu'ils vont être capables de voir des arbres en dedans d'eux qui poussent. Et ce feu sacré-là qui émerge en dedans d'eux. Tiens, ouais, merci. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour ça. Puis, effectivement, la réalité en milieu urbain, la réalité en communauté, finalement, ben, les gens sont partout, puis il faut s'adapter dans ce contexte-là. Puis, bon, c'est intéressant ce que tu apportes. Je donnerai la parole à Pierre pour nous parler un peu de c'est ça, le rôle des accompagnateurs, des aînés, comment vous voyez ça, puis qu'est-ce que vous aimeriez partager par rapport à ça? Merci Philippe. Là, ce que Raymond vient de dire est plein de sens. Hein. Ce que Oscar va dire après moi est plein de sens et je peux même me projeter dans le futur parce que ces gens-là portent le sens, portent justement le message qui est important d'être entendu. Et au-delà de ça, excusez-moi, le travail qui est fait par les accompagnateurs à l'intérieur des prisons, et là, je me réfère aux prisons, même si j'ai travaillé pendant 20 ans avec Raymond dans le milieu carcéral fédéral. Yes. Et maintenant, mon dada, comme dirait l'autre, je sais que je suis au provincial et j'ai des enjeux qui sont différents. Et dans ce sens-là, je reconnais l'importance capitale du travail, autant de l'intervenant accompagnateur autochtone, autant de l'aîné autochtone et autant aussi des différents bénévoles qu'on amène à l'intérieur des prisons pour refaire renaître, si vous voulez, la culture, la langue elle-même, permettre aux gens de parler leur langue, etc., etc. Mon enjeu, c'est, comme le disait Raymond, on n'était pas là dans le temps. Aujourd'hui, on est présent de plus en plus et on remercie les oreilles qui nous entendent à différents niveaux administratifs, politiques, qui nous font de plus en plus confiance pour développer des mécanismes de support pour notre clientèle. On parle beaucoup de la nature depuis le début. Là, Raymond disait en tout début d'intervention, bon, je regarde les érables devant chez nous. Moi, j'ai des pins. Marion peut avoir autre chose. Les nations autochtones, on est un pan de différences d'individus et effectivement, on ne peut pas appliquer qu'une méthode d'intervention auprès de notre clientèle. Il faut s'adapter à cette clientèle-là et non pas le contraire. Ce n'est pas la clientèle qui a à s'adapter à nous. On vient leur porter justement, Raymond parle de bagages, d'outils nécessaires à la réinsertion. Il faut comprendre aussi que ces gens-là, souvent depuis leur naissance, luttent pour leur survie à différents niveaux. Alors, dans ce sens-là, on a besoin de temps avec eux pour développer cette relation de confiance-là. Leur indiquer aussi, comme disait, leur donner le libre choix de ce qu'ils veulent choisir. Mais pour choisir, il faut que je connaisse. Et pour connaître, ça prend le temps. Alors, il y a aussi le temps qui est un enjeu extrêmement important au niveau de la province. Il faut reconnaître qu'il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits. L'après-séjour en milieu de détention demeure fragile et le retour en communauté, malgré le fait, le bon vouloir des différents intervenants dans les communautés de dire on veut en faire plus pour notre clientèle, mais il manque une organisation, une fédération de tous les services pour qu'on comprenne. Je reviens à ma première intervention. C'est bien de parler de l'importance de, et c'est bien heureux, on l'a bien compris. Maintenant, comment on fait pour actualiser ça et que ça rapporte? Ben ça, c'est une autre conversation. Mais ce que Raymond dit, ce que Oscar dit, on ne peut pas être contre la bonne entente, contre le bon vouloir et contre l'intelligence du propos. Maintenant, c'est le comment on va faire ça. Parce que les constats demeurent ce qu'ils sont, hein, autant au fédéral, Raymond peut
peut en témoigner. Encore au fédéral aujourd'hui, on a extrêmement de difficultés à aider notre clientèle. Et au provincial, ben, on ne peut pas s'applaudir encore, malheureusement. Merci. Ciao. Merci, Miigwech. Moi aussi, je voulais ajouter quelque chose. Oui, mais c'est à toi, Oscar. La parole est à Oui, toi. oui, je peux y aller? OK. Pierre et Raymond, ils ont mentionné quelque chose de bien important. Accompagnement. Accompagnement, ça veut dire qu'il faut être là. Ça veut dire qu'il faut les écouter. Il faut être présent. Il faut être à côté ou en face, tu sais, la personne. C'est, c'est, ces accompagnements-là, on les a eu besoin, nous autres aussi, quand on était plus jeunes ou quand j'étais dans la forêt, dans le bois. J'ai toujours eu des personnes qui étaient là, qui m'écoutaient, ou bien qui... Aujourd'hui, ces personnes-là c'était des personnes qui m'ont accompagné dans ma vie, puis dans toutes les autres personnes aussi. On peut les appeler les sages ou bien les aînés, mais chez nous, on les appelle Kitchenishinaabe. Kitchenishinaabe, ça veut dire que c'est les grandes personnes ou les grandes, je ne sais pas comment l'expliquer comme faut ce mot-là, Kitchenishinaabe, grand. Tu sais. Ça fait que c'est c'est par eux autres qu'on a eu les, ce qu'on avait besoin de voir ou d'entendre. Puis c'est comme quand vous faites des recherches en université ou n'importe où, là, vous avez des livres. Vous fouillez partout. Une telle personne elle dit, ce livre-là est bon pour telle chose. Ça fait que les livres sont accessibles à tout le monde, selon que tu veux apprendre. Mais chez les Autochtones, les livres, les bibliothèques, c'est les gens, les grandes personnes qui ont vécu depuis longtemps, puis ils sont porteurs de savoir, puis ça fait que ce qu'ils font seulement, ils partagent qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont entendu. Ça fait que c'est c'est bon de l'entendre parce que ça nous fait du bien. C'est une façon de bien vivre qu'on recherche dans la vie. Ça fait que quand tu as eu quelque chose qui a été difficile, tu cherches d'être bien plus tard. Ça fait que ménomadiser, qu'on appelle ça, nous autres. Ménomadiser, c'est d'être bien vivre ou bien être. Ça fait que cet état-là d'être, il faut trouver chacun sa manière. Chaque matin, moi, j'ai vu le plus beau lever de soleil, ben, le plus beau ce matin, le beau soleil qui se levait, puis d'Aben, c'est Mokat. Ça, c'est des périodes de la journée. Ça s'en vient. Ça fait que c'est beau, qu'est-ce que je vais vivre aujourd'hui. Ça fait que, ça fait que c'est des consciences qu'on a besoin. Puis il y a des personnes qui nous aident à prendre conscience et dire aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire. Beaucoup de choses. On peut changer des choses, on peut améliorer des choses aujourd'hui. Ça fait que c'est ça qu'on a besoin. Les objets ou bien les cérémonies nous aident, ou les grandes personnes qui sont Anishinaabe nous aident à mieux trouver notre chemin, ou à mieux conscientiser notre vie, comment être bien dans aujourd'hui. C'est ça on dit souvent, nous autres, comment ça va? Nous autres, on dit Kemenomadis. Qu'est-ce que ça veut dire, Kemenomadis? Est-ce que tu vis bien? Ça, c'est une façon de rencontrer quelqu'un. Au lieu de dire comment ça va, quand est-ce que tu vis bien? Il y a une question c'est une forme de salutation, on dit quoi, Kemenomadis? C'est une façon de salutation, puis ensuite, une façon de parler. Est-ce qu'on vit bien? Est-ce que tu es bien? Est-ce que je suis bien? Ça fait que la personne
et il y a une question ouverte, puis il y a des réponses ouvertes. Il peut répondre qu'est-ce qu'il veut. Ça fait que c'est comme ça qu'on a appris. C'est comme ça que j'ai appris quand j'ai entendu, quand j'étais jeune, dans ma langue, j'ai entendu tous ces mots-là, puis ça fait que moi, en tant que personne à Gitchinishinaabe, qu'on dit, Gitchinishinaabe, j'ai vu, on a un groupe à Gitchinishinaabe, à Pécougan, puis on parle des choses, la langue, l'histoire, toponymie des noms, puis ça existe encore. Puis ça fait que c'est des choses qu'on échange, mais ensuite, c'est un auto à les partager. Ça fait que c'est ça qui est accompagnement. Que la personne qui cherche, il faut qu'il ait accès à ces valeurs-là, à ces objets-là, à ces savoirs. Puis lui, la personne, il peut décider qu'est-ce qu'il peut prendre, qu'est-ce qu'il a besoin pour lui. C'est de rendre la personne conscientiser la personne qui peut le faire, puis il vient de tel milieu, il vient de telle famille, tel, euh, tel territoire. Ça fait que lui, il a tout, il a eu tout. Mais aujourd'hui, il peut décider qu'est-ce qu'il peut accomplir aujourd'hui. C'est ça qui est accompagné. Ça fait que c'est beaucoup, on les voit, les personnes qui sont un peu perdues des fois, mais ils se posent des questions, c'est normal. Et j'ai fait la même chose quand j'étais à leur âge. Quand j'ai sorti du pensionnat, j'ai vécu pendant 10 ans au pensionnat, moi. Ça fait qu'il y a des choses qui ont été interdites. Ça fait que ça m'a fallu beaucoup de rencontres, des aînés, des porteurs de savoir, puis pour les guides, pour vraiment m'aider à mon cheminement. Puis je cherchais des accompagnateurs, des guides, puis c'est ça que les gens cherchent beaucoup. Puis ça fait que c'est ça que je voulais amener c'est quoi, c'est important d'être là, de les écouter, de les accompagner. Et tu migotes quand tu es migotes. Max, Scott, Chawen, Raymond, puis Pierre. Puis dans le fond, je laisserai la parole à Bastien pour la troisième partie. Merci. Donc, on va maintenant aborder la troisième dimension qui a été explorée dans le cadre de la recherche, qui a aussi été beaucoup rapportée, ce qui nous a été rapporté par les participants. Et cet élément-là, c'est l'importance des liens que vont entretenir les personnes judiciarisées avec les personnes qui les entourent. Donc, que ce soit la famille, que ce soit les membres de la communauté, les autres détenus. Donc, il s'agit si on veut, du volet relationnel du parcours de guérison. On voit que la guérison, c'est quelque chose qui se déroule dans un contexte relationnel, puis qui va se manifester, entre autres, à travers deux dimensions importantes qui sont le partage et la transmission de la culture. Donc, on peut passer maintenant à l'autre diapo. Donc, au niveau de la littérature, il y a plusieurs études qui vont souligner le rôle qui va être joué par l'entourage, donc que ce soit la famille ou la communauté, dans le renforcement de l'identité autochtone. On en a parlé tout à l'heure. Donc, l'identité, c'est un aspect de la personne, mais qui va se développer au contact des gens de l'entourage, des gens dans lesquels la personne va évoluer. Euh, Lors de la sortie de prison, quand les personnes judiciarisées retournent en communauté, il est justement important de s'assurer que la communauté puisse participer au processus de réintégration, de guérison de ces personnes-là. Concrètement, on voit dans la littérature que c'est la communauté qui va offrir un soutien en matière d'emploi, en matière de logement, bien sûr, mais aussi en matière d'acquisition des savoirs traditionnels. On a parlé dans le premier volet de l'importance des savoirs traditionnels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans la littérature plusieurs exemples de communautés autochtones qui ont développé leur propre projet, justement, qui vise à mieux accompagner les justiciables dans leur parcours de guérison. Il y a des initiatives peut-être un petit peu plus anciennes qui ont été lancées dans les années 70 et 80, surtout dans l'ouest du pays, qui étaient à ce moment-là associées à un mouvement de réaffirmation de l'identité et des cultures autochtones, mais on rapporte aussi des exemples plus récents qu'ils ont déroulés dans notre province. Je vais en mentionner deux qui me semblent plus intéressants. On pense entre autres à Manawan, qui est une communauté de la nation Atikamekw,
qui a organisé le cercle Mikissiv pour l'espoir, qui est un groupe de guérison qui est accessible dans la communauté. On pense aussi au centre de santé d'Unaman-Chipou sur la Côte-Nord qui va offrir un accompagnement de guérison communautaire qui va être basé sur la culture et les traditions inoues. Donc, ces initiatives-là illustrent, dans le fond, la capacité des communautés à pouvoir se mobiliser, à pouvoir agir dans le but, justement, de favoriser le processus de guérison, tant au niveau individuel que collectif. Et les communautés peuvent alors jouer un rôle important comme une espèce de moteur de changement, tant au niveau de la lutte aux problèmes sociaux qui peut se passer dans la communauté, mais aussi, si on veut, du renforcement de la cohésion sociale. Donc, on parle beaucoup du sentiment d'appartenance, de l'identité, de la culture, des traditions. Et donc, il est important de miser sur cette capacité d'agir qu'ont les communautés, en autant évidemment qu'on leur donne accès à des ressources, puis qu'on puisse leur octroyer une certaine autonomie. Donc, on peut juste mentionner au passage, vous avez tous vu la récente décision de la Cour suprême qui a confirmé que les communautés autochtones étaient en droit de développer leurs propres services à l'enfance. Donc, tout ça s'inscrit évidemment dans cette capacité d'agir et des ressources qu'on devrait redonner aux communautés pour l'accompagnement, dans ce cas-ci, des personnes judiciarisées. Selon les aînés, les intervenants autochtones qu'on a rencontrés, le retour des personnes judiciarisées dans la communauté implique qu'on doit travailler en termes de réparation et de réconciliation. C'est sûr qu'il faut réparer les préjudices qui ont été causés aux victimes, mais il faut aussi réparer les liens familiaux, les liens communautaires qui ont été brisés ou qui ont été fragilisés. Donc, pour qu'une réintégration soit réussie, il va être nécessaire que la personne judiciarisée puisse retrouver une place au sein de la communauté. Et c'est à partir des contacts et des collaborations que ces personnes-là vont avoir avec les membres de la communauté qu'on va être capable de préparer ce parcours. Donc, quand on parle des accompagnateurs, on en a parlé tout à l'heure, que ce soit les aînés ou les sages ou les autres intervenants, leur rôle va donc d'être d'aider les personnes judiciarisées à créer des ponts ou à essayer de renouer avec les membres de leur communauté. Donc, on va souvent évoquer cet accompagnement-là comme quelque chose qui va se dérouler en synergie, c'est-à-dire un mouvement dans lequel les membres de la communauté ou des familles vont participer et on va, à ce moment-là, la communauté va avoir un rôle à jouer en termes soit d'accueil ou de pardon. Du côté des personnes judiciarisées, plusieurs participants qu'on a rencontrés ont mentionné que la possibilité de rencontrer d'autres personnes autochtones dans le contexte de la détention leur avait été très bénéfique. Donc, on parle ici de rencontres avec des gens qui vont, entre autres, avec qui ils vont être capables de partager la même langue, partager la même culture et partager aussi le même vécu. Donc, on va parler d'un échange à ce moment-là qui va être très bénéfique. Les participants aussi vont évoquer le besoin de se retrouver en présence de personnes avec lesquelles ils vont pouvoir retrouver un sentiment d'appartenance, qui vont être capables à ce moment-là, d'essayer de contrer l'isolement dans lequel ils vont se retrouver en détention. On évoque la possibilité de partager avec d'autres personnes qui ont vécu les mêmes réalités, ce qui va être perçu comme étant un facteur qui va ça va faciliter, si on veut, le passage dans le système pénal, mais ça va aussi leur permettre de relativiser les épreuves auxquelles ils sont confrontés. Pour certains participants, on mentionne aussi le fait que d'avoir pu maintenir des contacts avec les membres de leur famille, ça leur a permis de mieux passer à travers l'épreuve de l'incarcération. Les témoignages démontrent d'ailleurs l'importance pour les personnes judiciarisées de garder un contact avec leur famille, même si ces contacts sont sporadiques, sont éloignés, même si c'est des contacts qui vont se faire à distance. Juste citer ici ce que nous a rapporté un de nos participants, Gabriel, vous avez compris, c'est un nom fictif, qui est un Inou que nous avons rencontré alors qu'il était en maison de transition et il dit la chose suivante, j'ouvre la citation, « Ça fait du bien de parler avec quelqu'un. C'est pour ça que j'appelais une fois par jour mon père, mais vraiment pas longtemps, juste 2-3 minutes. Je ne savais pas quoi lui dire, mais ça faisait du bien pareil. Ben, juste lui dire comment ça va ou c'est quoi tu fais, juste ça, moi, ça me faisait du bien de savoir qu'il y avait quelqu'un qui était là pour moi. » Donc, on le voit ici que l'importance de maintenir les contacts, l'importance des rencontres,
Donc, l'élément qu'on ressort de notre étude à ce niveau-là, c'est que les participants ont beaucoup parlé des rencontres qu'ils ont pu faire au cours de leur trajectoire et qui ont eu un impact de l'impact que ces rencontres-là ont pu avoir sur leur parcours de vie. Donc, on insiste beaucoup sur l'importance des échanges, du partage, de l'enseignement au contact des autres, que ce soit en groupe ou sur une base individuelle. Donc, on voit que la rencontre représente pour eux, pour les personnes judiciarisées, la principale voie vers la guérison. Et ces propos témoignent encore une fois, je reviens là-dessus, sur ce caractère relationnel de la guérison. La guérison, c'est quelque chose qui se déroule en relation avec d'autres, ce qui implique nécessairement une rencontre avec l'autre. Donc voilà pour les résultats de la recherche. Maintenant, on va retourner voir nos partenaires, hein, nos amis, et je vais leur demander, on va commencer avec Pierre cette fois-ci, leur demander de nous parler, dans le fond, du rôle de la famille, des communautés, mais aussi des autres co-détenus dans le cheminement des personnes judiciarisées. Donc, Pierre, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Bastien. Merci aussi des informations que tu as portées. Je demeure sur le même trajet que j'ai entrepris depuis le début, là, lorsqu'on a commencé à se parler. L'importance des co-détenus, des co-confrères incarcérés, de la famille, de la communauté, du territoire, ça demeure essentiel pour tous. Ça, on ne le questionne pas. Dans la structure actuelle, je voudrais faire à peu près une jeune recension de ce qui existe présentement. Dans certaines communautés, on a ce qu'on appelle des communautés de justice, des comités, excusez-moi, de justice. On a aussi des conseillers parajudiciaires qui travaillent à la cour. On a d'autres gens qui accompagnent au niveau psychosocial nos individus. On fait tous des travaux ou des travaux essentiels, mais il y a peu de connexion entre nous, malheureusement. Est-ce que tout le monde est gelé ou c'est simplement mon image? Non, c'est bon, on t'entend, on te voit très bien. Bon, excusez-moi, c'est parce que vous êtes gelé. C'est ça qui est un peu épeurant. Mais en ce sens, je reviens sur l'importance. Vous savez, on a à peu près au Québec là, 190 000 Autochtones statués, à peu près. Là. De ce nombre, tu en as près de 50-52% qui vit hors communauté, qui vit en milieu urbain. C'est important de le comprendre aussi. Et on a environ 41 communautés autochtones au Québec, c'est-à-dire une population moyenne de entre 1800 et 2000 personnes. Et vous avez des communautés beaucoup moins nombreuses et des communautés un petit peu plus nombreuses. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que si on ne réussit pas à regrouper l'ensemble des intervenants et de créer des structures qui pourraient être régionales plutôt que communautaires, mais plutôt régionales par nation, c'est qu'on n'aura jamais suffisamment de ressources pour aider nos gens parce qu'on va les épuiser. On va épuiser nos ressources communautaires, on va épuiser nos familles, on va épuiser nos cercles de justice. C'est d'ailleurs un enjeu actuellement de certains cercles de justice qui ont de la difficulté à aller chercher des participants qui pourraient les appuyer dans ces démarches-là. Alors, si on est sérieux, ce qu'on est tous, les 103 quelques participants où on est présentement, si on est aussi un petit peu ouvert sur l'avenir, il va falloir réfléchir à l'extérieur de la boîte. On a besoin des co-détenus. Alors, pour moi, au provincial, d'avoir toute ma clientèle répartie sur le territoire, plutôt que d'essayer de les regrouper par secteur, ça crée un enjeu de difficulté de ressources, effectivement. De demander à des très petites communautés de prendre charge seules du retour d'individus dans leur communauté, c'est souvent leur demander l'impossible. Comment on peut travailler à l'extérieur? Et ça devrait faire partie d'une nouvelle recherche ou d'une nouvelle, à tout le moins, discussion entre nous, à savoir comment on va faire pour dès le début. Oups, je pense qu'on vient peut-être de perdre la problématique de mon individu, de son début et jusqu'à son communauté pour une certaine période de temps. Vous m'avez perdu? Oui, mais quelques secondes à peine. C'est bon.
OK. Alors, je reprends les derniers mots. C'est comment on va pouvoir se regrouper pour enfin prendre en charge un individu dès le début de son parcours jusqu'à son retour. Ce qui ne se fait pas présentement, on travaille qu'en silo et ça donne les résultats que ça donne, malheureusement, et on le voit. Alors, il faut réfléchir en dehors de la boîte. Dans le processus actuel, c'est extrêmement difficile. On fait de beaux efforts, mais il reste quand même qu'entre de beaux efforts et ce qu'on pourrait faire de mieux, je pense que ça vaudrait à tout le moins la peine d'en parler. Merci, Merci. Miigwech. Merci, Pierre. C'est des réflexions très, très pertinentes, très intéressantes. Merci d'avoir partagé avec nous. Je me retournerai maintenant vers Oscar, tiens, pour que tu nous parles du rôle qui peut être joué par les familles, par les communautés, puis par les autres détenus dans le parcours de guérison des personnes judiciarisées. C'est à toi, Oscar. Oui, alors, merci, Bastien. Ce point de vue-là, là, ça, c'est très important. C'est qui sa mère, son père, ses grands-parents, puis c'est les liens familiaux, ces liens de connexion, ces liens d'où ce qui vient. Puis ça, c'est très important parce que c'est l'identité personnelle de la personne qu'on rencontre. Il est capable de dire mon père, ma mère, le Moshum, mon grand-père, le Mokoukoum. On parle souvent des Moshum. Moshum, ça c'est grand-père, puis Koukoum, les grands-mères. Ces liens-là sont très liés parce que nous avons été à un moment donné euh, vécu, ou bien nous ont gardés à un certain moment. Puis si la protection de la jeunesse vivait dans ce temps-là, on serait tout en protection de la jeunesse parce que c'est important de vivre avec ses grands-parents, sa grand-mère puis son cocum, le mochum. C'est important, ce côté-là, c'est primordial de notre lien, notre lien familial. Parce que les grands-parents, ils sont, euh, ils sont pas partis pris, puis ils regardent souvent l'enfant, qu'est-ce qu'il a besoin. Ça fait que ils donnent pas des leçons ou des choses que les parents font. Ça fait que les grands-parents sont ils prennent soin de l'enfant, beaucoup. Puis parce ils ont pas un lien direct avec d'être la père ou la mère. Ça fait qu'ils gardent souvent l'enfant comme une personne en prend soin. Ça fait que les parents et puis les grands-parents sont importants, puis les amis aussi. On oublie souvent les amis. C'est qui tes amis? C'est qui t'a eu besoin quand tu étais jeune? Ensuite, puis à un moment donné, tes amis sont devenus qui t'ont accompagné dans ta vie. Puis ça, à un moment donné, ça n'a pas marché, puis dire que ça a marché. Ça fait qu'il faut savoir qui sont tes vrais amis. Et qui vont, qui vont t'aider à, à continuer. Puis je demande souvent aussi s'il y a des enfants, s'il y a des conjoints. Puis c'est important ce point, ce côté-là, parce que c'est très émotionnel quand on leur parle puis de ça. Puis parce que c'est des liens directs. Puis ça fait que je le demande souvent, est-ce que vous êtes est-ce que vous avez des occasions de parler à eux autres, tes enfants ou ta conjointe, puis ton milieu où ce que tu vivais? Ça fait que c'est, ce côté-là, c'est important que la personne, d'où ce qui vient, d'où ce qui va retourner aussi quand tu vas sortir de la prison. Ça fait qu'il
il y a une place quelque part, lui, qu'il faut qu'il trouve, et puis une place qu'il va chercher, puis une place qu'il va poser. Quand on l'aide, quand on l'accompagne, il va trouver. Ah, j'étais bien là, je suis bien là. Ça fait que c'est comme ça qu'on va les aider quand on parle avec ses parents, puis parce que sa parenté ou bien c'est la famille, c'est très large. Parce que c'est très large comme la famille élargie qu'on appelle, là. Et c'est beaucoup avec oui, ses parents, ensuite les grands-parents, les cocos de mon chum. Ensuite, ben, des fois aussi, c'est mon oncle puis ma tante qui sont là et qui nous ont pris soin. Ça fait qu'à un moment donné, parce que ça fait que c'est comme ça que la personne, il va retrouver. Et sa personne, il va retrouver où est-ce qu'il est, puis ses enfants, où est-ce qu'ils sont ses enfants. Est-ce qu'ils retiennent est-ce qu'ils sont en contact encore? Fait que c'est important ce côté-là, puis parce qu'il va retourner dans sa famille, il va retourner dans son milieu, il va retourner, il va vouloir les, imaginez, imaginez comment ils vont retourner chez eux, avoir un plan comment retourner chez eux, comment avoir un plan d'être bien-être quand tu vas être chez eux. Ça fait que c'est important, ça, ce côté-là. Ça fait que je leur parle souvent de ça, puis des fois, je porte mon histoire personnelle, puis comment j'ai vécu au pensionnat, comment j'ai eu besoin, comment j'ai eu j'ai eu perte de contact avec mes parents pendant 10 mois, je suis parti, puis ça fait que c'est au bout de 10 mois comment que je retrouve mes parents, et ça fait que mon émotion, mon coco, ça fait que c'est important quand on lui parle de ça, puis les autres aussi, ils parlent souvent de leurs grands-parents. Ça fait que c'est ça qu'il faut c'est ça qu'ils vivent. Fait il faut les aider, il faut les accompagner, il faut les écouter. Fait que c'est important, ça, la famille. C'est ça que je voulais dire. Miigwech. Oui, Oscar, effectivement, c'est une dimension importante. Puis on sait que souvent dans des cas où les centres de détention sont très éloignés des communautés, c'est des contacts qui sont difficiles à maintenir. Donc, c'est un des enjeux qu'il faut absolument qu'on soulève. Je me tourne maintenant vers Raymond. Est-ce que tu peux nous parler toi aussi de l'importance des communautés, des familles, des autres détenus? Ah, c'est super important, mais il y a beaucoup de chemin qui se fait. C'est sûr qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Mais, vous savez, avant de monter une montagne, si on la regarde par le haut, on va trouver ça difficile de monter la montagne. Il faut commencer par le premier pas, par le bas, vers aller vers le haut. Et je m'aperçois au niveau des communautés présentement, c'est que justement, il y a un retour aux sources. Il y a un retour moi, je regarde dans ma communauté, là, dans les années 90 à peu près, là, et quand ils traitaient de fusil de boucan dans ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas le sens de tout ça. C'était une perte de culture complètement, c'est une perte de tradition complètement de ces choses-là. Et aujourd'hui, les gens, là, à chaque fois qu'il y a une rencontre, il y a une cérémonie de purification qui se fait, il y a des prières qui se font au départ, et ainsi de suite. Donc, il y a un retour aux sources. Et avant, on a un centre de formation de la main-d'œuvre ici où justement travaille avec le service correctionnel. Avant, ça ne se faisait pas. Donc, il y a des pas qui se fait, il y a des liens qui se fait. Et pourquoi? Parce que on les reconnu en tout cas en tant que personne aînée ou sage ou autre, qu'importe le nom. On les personnes reconnues qu'il y a de l'espoir en avant. Et c'est ensemble qu'on va le faire. C'est pas tout seul qu'on va le faire. C'est ensemble qu'on va le faire et je m'aperçois que ça soit, je parle de ma communauté, mais je pourrais parler de la communauté des Mohawks ou ailleurs complètement. Il y a un vent qui se passe. Et il y a un mot aussi qui existait sûrement dans l'alphabet, mais qui n'était pas utilisé, c'est le mot réconciliation. Et on regarde que le mot réconciliation fait un impact même dans les communautés, autant au gouvernement ou autant dans les systèmes, que ce soit provincial ou fédéral. À quelque part, le mot, vous savez, pour se réconcilier, il faut se connaître. Si on se connaît pas, on se réconciliera pas, ça marchera pas. Donc, il y a beaucoup de vent qui se passe, beaucoup de sensibilisation, beaucoup
de connaître l'histoire, pas juger l'histoire, mais connaître l'histoire, où qu'on l'a passé, où qu'on l'est, où on l'a failli quelque part, mais où qu'on s'en va. Et c'est ensemble, dans le grand cercle, qu'on va réussir à faire quelque chose. Et tant aussi longtemps qu'on va penser à cette forme circulaire-là, que tout ce qui existe est dans une pensée circulaire, on va faire des choses justement dans le bon sens. Parce qu'on va se tenir la main ensemble dans le cercle. Et on va grandir ensemble à partir de ça. Et ça rassure aussi nos gens dans les institutions. Complètement de voir que dans les communautés, il y a une ouverture. Avant, il y avait dit, ah, quelqu'un est incarcéré, il mérite. Ah, là, voilà. À ce temps, on ne pense plus comme ça. On pense autre façon. Autre façon, c'est de tendre la main. Puis de ne pas juger. J'ai tout le temps dit, moi, le jugement tue, l'amour nourrit. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Donc, je participe beaucoup et je regarde tous les organismes qui viennent de ces territoires, à Wendake, dans le cercle, viennent prendre un aîné et demandent une prière d'ouverture et reconnaître le territoire. Donc, il y a des changements qui se font. Ma petite fille, elle apprend beaucoup à l'école. Avant, il n'enseignait pas ça, l'histoire. La bonne histoire, je parle. Il n'enseignait pas ça. Aujourd'hui, ça change. Il y a des vents changements qui se passent. Beaucoup de travail à faire, oui. Comme Pierre disait, il faut que le travail se fait entre nous, dans le grand cercle. Il faut que les communautés participent à ce grand cercle-là. Et je pense que c'est ça. On dit toujours, dans un cercle, il y a juste un seul feu. Le seul feu, c'est une voix, un esprit. Et nos ancêtres ont toujours fonctionné de cette façon-là. Tout le temps fonctionné de cette façon-là. Donc, on voit qu'il y a un vent de changement qui se passe. Moi, je regarde au système correctionnel du Canada, au fédéral, entre autres. Là. Il y a beaucoup de changements. Là. Je parle avec des pères de famille, des mères aussi, ainsi de suite. Et tu vois qu'ils sont fiers que leurs Autochtones apprennent leur culture et ils voient de l'espoir là-dedans aussi. Et quand ils sortent, des fois, c'est sûr, il y a des situations pas faciles, là, des communautés, là, où justement, une fois, j'en ai un là, qui a sorti, là, et là, il appartenait plus au service complètement, il n'avait aucune ressource, et c'est comme on le mettait sur l'asphalte avec rien. Ça ne devrait pas exister. Il devrait toujours avoir un lien quelque part pour tendre la main à ces gens-là. Parce que ces gens-là ont appris, ont mis des choses dans leur chemin, ont mis des choses dans leur guérison, mais il ne faut pas les laisser aller aussi après. Il faut que les communautés se prennent en main et aident ces gens-là, à quelque part. Et on s'en va dans ce sens-là. Moi, je parle avec des policiers à Wendake ou autre, que ce soit la violence ou etc. Et ils savent où je travaille, entre autres, depuis le temps. Et des fois, on travaille ensemble, on se donne des idées ensemble. Donc, le système policier travaille aussi avec les communautés. Avant, ils voyaient ça d'une autre façon. C'est comme les autres, ils arrêtent, puis nous autres, on est guéris à quelque part. Quelque chose qui ne fonctionne pas là, de voir ça. Mais je pense que non, il y a un bon vent qui s'en vient, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais rien de parfait. Mais le Créateur n'a rien fait de parfait. Pourquoi? Parce qu'il aurait fait de parfait, on n'aurait plus rien à faire. Donc, on dit, le Créateur n'a pas fait de parfait, c'est pour travailler. Travailler sur soi, travailler, aider les autres, tendre la main, partager cette culture-là, ces traditions-là. Et je vois que moi, je voyage à travers le Canada depuis 2004, et entre autres, et je vois que des communautés se retrouvent dans cette culture. Etc. Donc, il y a un bon vent qui se fait. Je suis convaincu que nos ancêtres en haut nous regardent aller et ils ne nous laissent pas tomber. Ils savent qu'eux aussi ont passé dans une autre étape, mais ils savent que dans quelle étape qu'on s'en va, et ils nous accompagnent dans ce grand cercle-là. Et je pense que c'est ça qui est important de regarder, c'est qu'il y a un vent d'avenir. Pas parfait, non. Mais par contre, ce qu'on fait là, ce que vous avez fait là, ce que tout le monde a fait au niveau de cette guérison-là, c'est comme mettre une graine dans le jardin. Puis, si on nourrit cette graine-là, elle va fleurir. C'est certain. Merci. Tiens, ouais. Miigwech Raymond, merci pour ces paroles pleines d'espoir. Très apprécié. Merci. Merci beaucoup à tous. Thank you to all of you. Miigwech, this brings us to the end of the presentation. As a conclusion,
we don't have any conclusion as such. What was said was very eloquent. And what I remember is the importance of recognizing knowledge, cultures, and the power to act in communities, trust, pride, hope, and je ne sais pas si Pierre ou Oscar ou Raymond, vous voudriez conclure, dire encore 2-3 mots, sinon on va laisser les participants s'ils ont des questions. Et puis de toute façon, on a encore une trentaine de minutes, donc on peut encore intervenir. Je pense que ça serait bien de laisser la parole aux gens qui nous écoutent, là. Je vois que tantôt, il y avait au-dessus de 106 personnes, beaucoup, hein, je ne reviens pas comment il y a eu une transmission une bonne transmission qui s'est passée. Donc, je pense que c'est ça. Et moi, j'aimerais, en tout cas, je sais pas, je pense pas Oscar ou Pierre, de voir que ces gens-là, peut-être, qui ont des questions à nous poser, là, de ce côté. Tout à fait. Donc, on peut ouvrir la discussion. Oui, Oscar et Raymond, et Pierre, ça vous va si on ouvre la discussion? Oui, c'est bien. Et puis, ouais, tout ce monde qui avait quelque chose à raconter. Oui. Il y a quelqu'un qui a ajouté ça? Pour ma part, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup parler, alors je vais laisser les autres parler. Pierre, il est drôle. Donc, je vous propose je peux aller voir dans le chat, mais ça peut être aussi simple. Sentez-vous à l'aise si vous avez envie d'intervenir, poser des questions, faire un commentaire, juste prendre la parole. Le CRC à TNQ aurait une question. On essaye d'aller dans le chat, on n'est pas capable. Faites-le verbalement, ça sera comme ça, on pourra vous entendre, ça sera encore plus sympathique. Bon, je vais ouvrir la caméra pour que vous puissiez nous voir. Bon, ça ne marche pas, Marion, Karine Carufel, coordonnatrice des services aux Autochtones dans la maison de transition ici à Amos, on a une question pour vous. On a une question. On a développé une question en sous-groupe parce que c'est super intéressant puis ça nous remet vraiment, bref, on vous aime beaucoup, hein, vous le savez. Ma question, c'est, on a peu parlé, je trouvais ça super intéressant quand M. Lainé parlait de regrouper aussi les savoirs, les méthodes, de regrouper tout ça puis d'avoir une stratégie plus commune, finalement, pour le avant-après. Mais où vous situez les maisons de transition, justement, à travers ce continuum-là? Oui, c'est sûr qu'on va prêcher pour notre paroisse, là, mais on se situe où, nous, pas juste nous, mais les maisons de transition qui ont des programmes, qui reçoivent les personnes en réhabilitation, qui collaborent aussi avec les services parajudiciaires dans ce processus-là. Comment nous, on peut peut-être mieux faire, mieux collaborer, être plus dynamique dans cette sphère-là? Puis est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a une place pour ça aussi? Je pourrais répondre à ça, entre autres. Là aussi, il y a un grand changement qui se passe. Et souvent, les gouvernements font des structures, mais des structures séparées. Nous, on a toujours une pensée circulaire, on a toujours une pensée de travailler ensemble, ainsi de suite, comme la nature nous l'enseigne. Et je m'aperçois que dernièrement, en tout cas au niveau fédéral, on travaille, avant, le gouvernement donnait des budgets à une place, du budget à l'autre place. Donc, les gens ils disaient, ben oui, mais nous autres, on n'a pas de budget pour ça. Ouais, tout ça. Là, il y a un vent changement qui se passe. Il y a un vent changement qui se passe dans le sens que avant ils ne se donnaient pas de programme des maisons de transition. Aujourd'hui, ils se donnent des programmes des maisons de transition, des programmes autochtones. Donc, on sait qu'il y a un vent de changement qui se passe là aussi. Il y a beaucoup, des fois, j'appelle, je fais beaucoup présentement, je travaille beaucoup virtuel à la maison, là, mais je travaille beaucoup aussi au téléphone. J'ai beaucoup de gens dans les maisons de transition qui m'appellent, des Autochtones. On a des conversations ensemble, des fois une demi-heure, 3/4 d'heure ensemble.
Donc, l'important, c'est d'avoir un lien, qu'importe le lien qu'il y a. Mais c'est important d'avoir ce lien-là. Et je vois des maisons de transition en communauté aussi. J'ai encore des contacts là aussi. Donc, il y a quand même un vent de changement qui se passe au niveau de cette façon autochtone ou de fond de la nature de fonctionner, c'est de travailler ensemble. Mais je pense que la sensibilisation ou la réconciliation emmène un vent justement de goût de travailler ensemble et de partager ensemble. C'est ça dans ce sens-là. Fait qu'il y a comme quelque chose qui se passe dans ce contexte-là. Moi, ça fait 32 ans que je suis dans ce système-là. Et je vous dis, il y a 32 ans, quand j'ai commencé la première fois, là, je passais pour un éliberlu quelque part. Là. Je venais de nulle part, là, quelque part. Mais aujourd'hui, je suis reconnu partout. Pourquoi? Parce que j'ai fait des traces et j'ai laissé des bonnes traces pour que les gens reconnaissent ces traces-là quand ils passent en arrière de moi. Donc, c'est là qu'on va se rejoindre. C'est là qu'on va se côtoyer ensemble et arriver dans le même feu sacré qu'on a justement au niveau de la guérison. Je pense que c'est dans ce sens-là. Mais il y a un vent, il y a un vent qui se passe. C'est pas juste au Québec, à travers le Canada, complètement. Et je suis convaincu que ça doit dépasser les frontières aussi. Complètement, ça. Merci Raymond. Pierre, d'abord, merci Karine de votre question. Comme Raymond dit, ça se passe partout au Canada. Peut-être le Canada de l'Ouest, malheureusement, ont beaucoup plus de problématiques qu'on peut en avoir au Québec et ont aussi beaucoup plus de services. Mais moi, je vais rester au Québec. Est-ce que d'abord, la place des maisons de transition, c'était un peu la question que vous posiez, Karine. Vous savez qu'au niveau autochtone, il y a 2 maisons de transition présentement, West Escuna House et Calapagan dans la région de Maliotenam. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que avec le MSP et 8 à 9 maisons de transition au Québec, SPAC, offrent maintenant des services d'accompagnement. Tout à l'heure, là, dans mon dernier laïus, là, je vous disais que c'est impossible pour les communautés autochtones de développer leur propre structure par petite communauté. On ne peut pas avoir 41 maisons de transition, c'est impossible. On n'a pas les ressources, puis on n'a pas non plus la clientèle. Il ne faut pas oublier la clientèle. On n'est pas tous judiciarisés au niveau autochtone. Alors, dans ce sens-là, les maisons de transition provinciales qui existent présentement, qui donnent des services extrêmement importants et précieux, avec la collaboration d'organisations autochtones, et là je parle des SPAC en particulier, parce que c'est vrai présentement pour les SPAC, on a développé des collaborations avec vous, on a été vous rencontrer, donner de la sensibilisation à certaines maisons de transition qui en avaient besoin, et on offre sur une base régulière la présence des intervenants autochtones et des aînés autochtones pour accompagner notre clientèle. C'est là le continuum. La personne a été accompagnée à la cour, la personne est accompagnée en détention, elle est accompagnée en maison de transition pour plusieurs, et maintenant, il faut travailler à son retour en communauté, ce qui n'est pas encore vraiment mis en place. Mais c'est là où je dis encore, je demeure dans le même discours que j'avais précédemment, il faut que les différentes organisations autochtones et communautés autochtones qui ont un intérêt à travailler au rétablissement de la clientèle autochtone incarcérée, judiciarisée, on puisse s'asseoir tous autour de la même table, prendre la sagesse que Raymond nous donnait en entrée de jeu dans sa prière d'ouverture, le respect, l'humilité pour être capable de parler ensemble et définir qu'est-ce qu'on veut, comment on veut le faire, qui est prêt à faire quoi et dans quelle façon on veut le faire. Alors, voilà ma réponse qui était longue sur une question extrêmement courte de Karine. Vous êtes essentiel pour nous en autant qu'on puisse collaborer ensemble, non pas en adaptant votre programme, parce que je redis, les Autochtones, on n'est pas des mésadaptés, mais en faisant en sorte de bonifier votre programme pour qu'on se retrouve à l'intérieur de vos maisons de transition et ça va aller mieux. Merci. Merci, M. Lenné. Je voudrais répondre à ça aussi. Oui, vas-y. C'est très important, ces maisons de transition-là, ou bien les maisons résidentielles, parce que les gens, les gars qu'on rencontre, ils arrivent de la prison, ils arrivent de maison, ils arrivent dans telle place, ils arrivent dans...
on a même, on travaille les mêmes personnes parfois. Puis comment qu'on va arriver à bien, partager des choses puis ça va prendre à un moment donné, on se rencontre toute la gang, puis on dit, oui, il y a des choses à faire. Même des choses, des gars qui sont en dedans. Il faudrait que ce soit un peu plus. Moi, là, les gars qui sont en dedans parce qu'ils ont un bris de conditions. Tu sais, il n'y a pas commis un crime parce qu'ils ont oublié de se présenter. Ça fait que ces gens-là, là, c'est pas. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas fait une infraction, je pourrais dire. Ça fait qu'il faut les aider d'une manière quelconque. Puis ça va prendre aussi comment les intégrer. Ils n'ont aucun organisme ou des personnes qui vont les aider à de certaines places. J'ai vu ça, par exemple, c'était beau. Trouver un appartement, trouver une place pour travailler, une place pour qu'ils puissent avoir le même groupe, parce que la personne, des fois, est isolée. Et ça fait qu'il y a besoin d'un milieu, il y a besoin d'un groupe, il y a besoin comment vivre dans la société. C'est avec les autres qui vont vouloir vivre. Ça fait que il faut aider ces gens-là. Ça va prendre, je ne sais pas, une autre extension des choses de service qu'il faut donner. Aider vraiment qui sont. On a beau, on a, on a quelques-uns qui veulent pas, qui sont pas capables de retourner chez eux, ou bien ils veulent pas retourner chez eux tout de suite. Ça fait que ça va prendre une place ou une organisation ou un organisme qui va les aider. C'est ça qui manque présentement. Ça fait que il faut travailler ensemble. Je suis d'accord. Puis laisser assez les gens qui ont leur place. Ils ont des programmes. Ça fait que ils ont des activités. Ça fait que euh, moi, ce que j'ai vu, des gens qui voulaient faire quelque chose dans leur vie, ils ont beaucoup de choses à faire du manuel, à bâtir quelque chose, à faire la peinture, à faire l'artisanat. C'est, c'est très culturel, ça. Ça demande beaucoup de trouver son milieu. Ça fait qu'il y en a qui écrivent. Ça fait qu'il faut les aider, ces gens-là. Comment ils vont réintégrer. Ça fait que une bonne question. Et puis moi, je suis prêt à travailler ensemble. Miigwech. Chouette. Marion, je pourrais rajouter Oui, autre chose. vas-y, Raymond. Je vois dans le milieu où je travaille, tous les Autochtones que j'ai rencontrés, en tout cas, là, ont des talents extraordinaires. Que ce soit la peinture, que ce soit travailler le bois, travailler, même les Inuits, travailler avec les pierres de savon, puis tout ça. Et ces gens-là, ils ont des potentiels au niveau de la culture extraordinaires. Ces gens-là, ils seraient accompagnés quand ils sortent dehors, à partir de ça, pourraient même gagner leur vie avec ça. Mais ils n'ont pas de ressources, comme Pierre disait, il faut faire le cercle, etc. L'autre jour, j'étais à une cérémonie, dans une rencontre, avec il y avait Madame, j'oublie son nom, là, une voix de parajudiciaire était là, et les gens m'ont posé la question, d'habituellement, je fais ma cérémonie et puis je m'en vais, mais là, ils m'ont demandé de rester. Puis la question qu'ils m'ont posée, ils ont dit, Monsieur Gros-Louis, comment vous voyez ça, vous, la connexion avec les communautés ou la culture ou retour à source, et ainsi de suite. Et je leur disais, je vais prendre un exemple, puis ça sans jugement que je dis là. La religion catholique, quand elle a voulu évangéliser tout le monde, ce qu'elle a fait, elle a mis des églises partout. Moi, j'ai dit, pourquoi qu'on n'aura pas des habitations traditionnelles partout, avec des intervenants dans chaque communauté, pour que des gens aient une ressource, autant dans la communauté ou des gens incarcérés ou à l'extérieur. Donc, je pense qu'il faut s'en aller dans ce sens-là. Et chaque
maisons traditionnelles qui existeraient, feraient le lien ensemble, et là, c'est là qu'on réussirait à travailler avec le même feu. Puis ce même feu-là, dans une seule voie. Merci. Tiens, moi. Merci Raymond. Peut-être pour compléter les réponses de tout le monde. Dans notre rapport, on a essayé de faire des recommandations. Donc, si vous allez, il est en accès libre sur le site du ministère de la Sécurité publique, donc vous trouverez les recommandations. Mais on a traité justement la question de la continuité, de la transition. Et puis, effectivement, le rôle des maisons de transition est essentiel. Ce que je dirais dans le rapport, ce qu'on soulève, nous, c'est ce qui est très important, c'est la continuité de service. C'est-à-dire que les personnes qui sont à l'intérieur, qui accompagnent à l'intérieur des murs, puissent continuer l'accompagnement à l'extérieur, qui est toujours un lien, parce que Raymond l'a dit, il y a trop de personnes qui sortent de détention, puis qui n'ont rien, qui n'ont plus personne, donc il faut assurer ça. Mais il faut aussi favoriser des rapports de collaboration avec les organisations à l'extérieur, que ce soit en termes de collaboration, mais aussi partage d'informations, de connaissances. J'insiste sur ce que Pierre disait quand il disait on travaille beaucoup trop en silo. Il doit y avoir une continuité dans la prise en charge et bien entendu, les ressources communautaires font partie de cette continuité-là. Et peut-être qu'il y a un manque aussi de connaissance des services qui sont offerts dans les maisons de transition, un manque de partage d'informations. Il faudrait qu'on puisse créer des tables de concertation ou des journées d'échange où on pourrait savoir qui fait quoi et comment on peut justement favoriser cette continuité. Marion, je voudrais juste rajouter avant la prochaine question, là, parce que c'est quand même important. Deux choses. D'abord, on parle du Québec. Là. Excusez-moi, je vais rester au Québec, là, mais MSP a fait des efforts en collaboration avec les SPAC, une organisation qui s'appelle Namwitum, pour sensibiliser son personnel qui travaille avec ou qui pourrait travailler avec la clientèle autochtone, de recevoir une sensibilisation de 4 heures. Ce n'est pas encore la mer complète qu'on a bu, mais on a commencé à au moins la sentir. Ça, c'est déjà ça. Il y a eu 174 formations qui ont été données dans les presque 18 derniers mois. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on parle beaucoup de l'apport des maisons de transition et de leur utilité et de leur nécessité. Malheureusement, on a très, très, très peu d'Autochtones qui arrivent à la maison de transition. D'abord parce que plusieurs d'entre eux ont peur de se retrouver dans ces lieux-là. Hein, et ont eu des mauvaises expériences ou ils ont entendu des mauvaises expériences. Il y a la Commission nationale qui, parce qu'on a des codes de sécurité souvent qui sont élevés, fait en sorte d'être plus frileux à libérer un individu malgré un plan de sortie qui est quand même intéressant. Et il y a beaucoup de renoncements de nos individus, soit qu'on les encourage à renoncer, soit qu'eux, par eux-mêmes, décident de renoncer. Alors là aussi, il y a un travail. Vous savez, on est bien prêts, nous, les Autochtones, là, comme le dit Raymond, comme le dit Oscar et tous ceux qui sont autour de la table, on est bien prêts à faire notre effort, mais il y a un effort collectif aussi qui doit se faire, pas du côté des Autochtones, là, mais on travaille dans un système qui n'est pas le nôtre. Et il y a encore, malheureusement, et là, quand je parle de libération, je ne parle pas des Autochtones. Présentement, au Québec, il y a un problème de libération de la clientèle pour différentes raisons. Mais voilà, on est dans cet enjeu-là aussi. Fait que moi, là, quand je dis moi, c'est les services parajudiciaires, on a un contrat de service, entre autres avec Mme Carufel, qui pourrait, à l'occasion, se questionner à savoir quand est-ce qu'on va y envoyer un détenu autochtone provincial. Parce qu'on n'est pas capable de les envoyer, convaincre la commission et amener notre individu jusqu'à là. Fait que là aussi, il y a un gros travail de sensibilisation. Il y a une réconciliation qui se fait, mais au-delà de la réconciliation, ça prend de l'action. Les paroles sont intéressantes, mais tant que l'action ne se greffe pas à la parole, malheureusement, on va être encore dans 10 ans, si on est assez en forme, pour se parler encore de la même situation qui perdure depuis des décennies. Merci.
Merci Pierre. Il nous reste 9 minutes. Je ne sais pas s'il y aurait une autre question. Non, j'ai l'impression qu'on a beaucoup approfondi tout. Donc, ben, deux petites choses. D'abord, l'équipe de recherche est en train de travailler sur des fiches synthèse de la recherche pour ceux qui sont moins tentés de lire 120 pages d'affilée. On peut les rendre accessibles. On peut aussi rendre accessible le diaporama d'aujourd'hui pour ceux qui le souhaitent, simplement le demander. La présentation est enregistrée, elle sera accessible, enfin la vidéo sera accessible d'ici quelques jours ou semaines sur le site du CRDP. Donc pour ceux qui veulent la faire circuler, n'hésitez pas. Et puis peut-être, je ne sais pas, Oscar, on n'en avait pas parlé, mais est-ce que tu nous ferais une fermeture, une cérémonie de fermeture avant qu'on quitte tout le monde? Mais je te prends par surprise, donc je ne sais pas si... Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Puis je laisse la parole à Oscar. Ah, c'est moi? Est-ce que tu acceptes de faire la cérémonie de fermeture? Oui, je vais fermer la fenêtre. D'accord. C'est très intéressant la discussion, le partage des gens qui travaillent depuis des années. Ça fait du bien de partager ça. Pas seulement entre nous autres des fois, là, parce que avec les autres aussi, ceux qui ont qui travaillent dans le domaine ou bien qui s'en vont vers le domaine, soit de droit, soit des justice ou c'est intéressant. Ça fait que j'espère que ça a aidé des gens à comprendre, puis j'espère qu'il va y avoir d'autres informations s'il y a besoin. Ça fait que, amigo, tu peux joindre immédiat. Je vois, c'est aujourd'hui que c'est important parce que c'est aujourd'hui qu'on peut faire des choses, qu'on peut changer ou bien améliorer. Ça fait que c'est aujourd'hui seulement. Puis hier, c'était des cadeaux qu'on a eus, puis aujourd'hui, ça continue des cadeaux, mais demain, on peut pas vivre demain. Ça fait que c'est important aujourd'hui. Puis aujourd'hui, il faut accepter aussi ce qu'on est, ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a dit, parce que c'est accepter qu'est-ce qu'on est. Ça fait que notre personnalité ou notre personne, puis notre identité, qu'est-ce qu'on est, ça fait qu'on va leur dire merci à tout ça, puis penser aussi aux ceux qui sont en dedans, puis ceux qui sont sur le point de sortir, puis d'autres ceux qui sont sur le point de retourner chez eux. Puis c'est important, ces gens-là, qu'on soit là, puis pour comprendre aussi leur cheminement. Des fois, c'est très dur de vouloir les aider dans certains cheminements qu'ils font. Ça fait que il y a un système qui est en place, puis le système qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Par contre, on peut l'améliorer, on peut dire des, euh, des choses qui pourraient être faites, puis des choses qu'on pourrait mettre en place. Il faut qu'on ait ensemble, que ça dit que c'est important pour les individus indépendants, ou bien ça fait qu'on va le dire merci à tout le monde. Et on va le dire merci à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui. Moi, je vis dans le bois présentement, je vis dans la forêt. J'ai mon otade qui est là. Il s'appelle Sagabon. Au lieu d'avoir un chien ou bien un chat, ou bien j'ai un otade qui vit avec moi. Ça fait qu'il est partout, cet otade-là. Ça fait qu'il sort dehors, puis il vole dehors, il revient. Puis, ici, c'est vraiment le début de dégel. On dit Sigon. Sigon, c'est une autre saison que les Autochtones ils travaillent. Ils sont vivres, là, parce que Sigon, c'est un pré-saison, un pré-printemps. Ça fait que c'est ça qu'on vit présentement. Puis il y a de l'eau, il y a de la glace, on peut marcher sur la neige.
parce que la croûte est très dure le matin, puis l'après-midi, c'est mou, puis ça fait que on tombe dans la neige après. Ça fait que c'est ça les cadeaux de la nature qu'on reçoit. Puis il commence à avoir des oiseaux puis des otales qui arrivent. Ça fait que c'est la nature qui se réveille. Puis nous autres aussi, il faut être en réveil puis voir qu'est-ce que la nature nous donne. La nature, qu'est-ce qu'elle nous enseigne. Ça fait qu'on leur dit merci. Merci à tous. Merci à toutes. Ça fait que Ah ouais. on m'a donné une langue quand je suis venu au monde. Une langue autochtone qui s'appelle le Anishinaabe. Puis je vais finir ça dans ma langue. Ça fait que Miigwech. Miigwech, Jamando, Kakanage Gun Gansawini Miziano Gansagak, Kiga Kanage Kandane Gunan Dandaman, Kiga Kanage Gun Gaganopataman, Midas Kakanage Gun, Ivan Dagaja Mataziano, Ivan Dagajanopataman, Ivan Dagajinagajituan, Midas Miigwech Katana Kakanage Gun Gansawini Miziano Gansagak. Miigwech Sida Benuji Zagababam Batua, Chiquesa Sagnabes, Ikog Nabegits, Ichanishnabeg. يكوكم نموشهم كناشد متك يشكودا نبي كنا وشي زك كنا جوا ما دزي مغاك ميداش ميغاش كدنا كنا جون كاشبين جانو كاشا ميغاش كدنا نو ميغا كنا جمنو ما دزي كجي شوين ميغوك merci ميغاش merci à tout oh Oh. Miigwech, Oscar. Oui, Joscar. c'est quoi français Canada français France Donc, il y a beaucoup de remerciements dans le chat. Je pense que tout le monde vous remercie beaucoup pour votre présence et le contenu de cette présentation. Donc, bye tout le monde et merci d'avoir assisté.